Bonjour à tous. Dans la vie des journalistes, il y a des marronniers. Les marronniers, autrefois, bordaient les routes et guettaient les automobilistes distraits. Eh bien, dans l'actualité, on meurt d'ennui quand on suit les sommets internationaux qui reviennent comme les saisons et dont le communiqué final a été négocié à la virgule près. Le génie propre à Donald Trump est d'apporter du chaos à tous ces rendez-vous. Et cette semaine, on l'a donc vu torpiller le G7 qui était organisé au Canada et où il s'est rendu à contre-cœur. Et avant de gagner Singapour pour y rencontrer Kim Jong-un qu'il a traité en ami intime. À chaque escale, le président américain a apporté l'événement, il s'est mis en scène et il a abandonné la scène en laissant derrière lui d'autres acteurs un peu hagards, en tout cas ébahis, et un paysage complètement chamboulé. On va donc parler de ces sommets où le sang du monde est censé se jouer. C'est tout un monde et c'est celui où cela a été celui de Gilles Mentré. Vous avez été un bon élève, Polytechnique, l'ENA, l'inspection des finances. Vous avez été le conseiller diplomatique de plusieurs ministres à Bercy, notamment Thierry Breton. Vous avez dirigé en second le cabinet de Jean-Louis Borloo et celui de François Baron. Vous m'arrêtez si je me trompe, si je dis des bêtises. Et avant de rejoindre la présidence de la République sous Nicolas Sarkozy, vous avez connu la machine de l'intérieur, les sommets dans le secret des dieux. Et puis maintenant, vous êtes banquier d'affaires dans un grand établissement de la place, comme on dit. Et c'est pas un défaut, il y a des exemples éminents. Ça suscite quand même de la jalousie en général d'être banquier. C'est pas l'idéal quand on veut faire de la politique. Vous voulez toujours faire de la politique ? Alors, de la politique au sens large, au sens noble du terme. On vient de lancer hier un projet qui s'appelle Electis pour une plateforme de vote électronique décentralisé, participatif sur cette technologie dont tout le monde parle aujourd'hui, la blockchain, qui va permettre à tout le monde de se réapproprier le système démocratique, d'être consulté, de déléguer son vote, de choisir les conditions dans lesquelles on veut voter, donc de changer complètement la façon dont on va voter d'ici 15 ans. Mais c'est le référendum permanent que vous nous annoncez là. Non, précisément, parce que personne ne veut du référendum permanent. On est dans un système où, dans le fond, il y a une crise de la démocratie représentative, d'un côté, tout le monde se l'accorde, le populisme qu'on voit surgir à droite et à gauche. Il y a une crise de la représentation. De la représentation. Et de l'autre côté, on voit bien que le système de démocratie directe, populiste, fonctionne pas, ou en tout cas crée beaucoup de craintes chez beaucoup de gens. Donc, vous croyez que le populisme, c'est l'ennemi ? En tout cas, c'est-à-dire l'idée que tout le monde s'exprime, ça, c'est pas l'ennemi. Au contraire, c'est la démocratie. L'idée qu'en revanche, à un moment donné, on donne tout pouvoir à une personne pour exercer ce pouvoir, ce n'est pas la démocratie, puis c'est pas du tout efficace. C'est-à-dire que les grandes démocraties qui se sont profondément réformées, les pays scandinaves, l'Allemagne, ne sont pas du tout des pays qui l'ont fait sous l'égide d'un homme surpuissant. C'est au contraire dans le travail du consensus. Or, ce terme de consensus est un mot devenu un mot un peu honni en France. On pense que c'est un peu un mystigris pour faire de la politique. On n'en voit que les inconvénients. On n'en voit que les inconvénients, alors qu'en fait, c'est l'efficacité. Donc il faut que les gens se réapproprient cette possibilité de s'exprimer, de voter, de décider. Votre expérience de la vie internationale, des conférences internationales, vous en avez tiré un ouvrage qui s'appelle « Le monde froid » ou « Les coulisses des sommets internationaux ». Il y a deux titres. Il y a deux mauvais titres. C'est l'éditeur qui a fait ça ou c'est de votre faute ? Vous n'avez pas su trancher ? Alors, je prends le ping-pong. Le monde froid, j'y tiens énormément. Bon, d'accord. Voilà. Et les coulisses des sommets internationaux, ça, c'était l'éditeur. C'est pour expliciter le titre. Vous trouvez que la diplomatie, que les rapports internationaux, c'est plus froid que le CAC 40 ? Oh oui, c'est beaucoup plus froid parce que c'est encore plus procédural. Et je pense que, exactement comme vous venez de le dire, ce qui a frappé tout le monde cette semaine, c'est de voir que, finalement, dans l'attitude de Trump, il y avait quelque chose qui redonnait peut-être aussi un peu... Ça voilà, ne veut pas dire qu'il soit froid. Non. Mais l'État, c'est le plus froid des monstres froids. Non, en tout cas, j'ai envie de dire, les discussions multilatérales, en fait, dès que l'on est plusieurs à devoir se mettre d'accord, si l'on reste dans le pur process, ça devient extraordinairement froid. Et l'exemple qui partait de là, c'est évidemment les négociations climatiques internationales. Alors, ce que vous racontez, c'est finalement comment la volonté s'émousse ou se dissout en fait dans ces négociations. Dans le process, où à chaque étape, effectivement, on crée des groupes, des sous-groupes de travail qui pré-mâchent la discussion des chefs d'État. Si quand les chefs d'État arrivent, il n'y a plus rien à négocier, parce que dans le fond, on s'est mis d'accord sur le plus petit dénominateur commun. Et parce que les dossiers sont terriblement techniques aussi. Ils le deviennent de plus en plus. Et donc, du coup, on dessaisit le pouvoir politique de sa capacité de trancher et de décider. Donc, évidemment,
C'est très rafraîchissant de voir Donald Trump arriver en disant « moi je veux exercer mon pouvoir et décider ». Oui, c'est le capitaine Fracasse, effectivement, Exactement. il fait le show. Alors que les hommes politiques qui sont là, finalement, au G7, qui se retrouvent comme ça, avec une armée autour d'eux, de la paranoïa des services de sécurité, mais aussi l'armée des conseillers, 1000 personnes pour accompagner le président américain. Bien sûr, et dans un G7, des Sherpas. Tous indispensables. Préparés par des sous-Sherpas. Donc il y a 2 sous-Sherpas qui rapportent aux Sherpas. Chacun des sous-Sherpas a sa propre équipe, qui travaille en interministériel avec d'autres ministères, etc. Donc vous imaginez Donc finalement, aux hommes d'État, il ne reste plus qu'à parader, il ne reste plus qu'à faire de la com. Ou alors, au contraire, à se ressaisir du dossier et à se dire, il y a un moment où le politique décide. Parce que le paradoxe de Trump, c'est de dire, moi je suis président, je décide, on se réunit au G7, et effectivement, la négociation, le papier, le communiqué qui est sorti a été discuté à 7 entre les chefs d'État. Ça, c'était très positif. Sauf qu'après, il prend l'avion pour aller à Singapour, puis il change d'avis, il fait un tweet et puis il dit, je suis pas d'accord. Non, il change pas d'avis. Il sanctionne le Canadien qui a osé récriminer dans son dos. Bien sûr, mais c'est un prétexte. Vous pensez que c'était prémédité? Je ne sais pas si c'était prémédité, parce que qui peut être dans la tête de Donald Trump, qui a l'air à la fois... Vous n'avez pas eu l'impression que l'ensemble des participants au G7 ont été pris en otage par la discussion, justement, par la négociation en cours entre les Canadiens et les Américains pour cette histoire entre voisins, cette histoire de couple? C'était vraiment pas qu'une histoire États-Unis-Canada. Parce que c'était une histoire commerciale. Effectivement, tout le G7 a été uniquement un G7 sur le commerce. Et là, ce qui a été extraordinaire, c'est la capacité des 6 autres à s'unir pour montrer, peut-être d'ailleurs même trop, en isolant les États-Unis, montrant qu'à 6, en fait, c'est une économie, c'est plus important, il y a plus d'échanges que les États-Unis eux-mêmes. Les Allemands ont beaucoup à perdre, les Japonais avaient beaucoup à perdre aussi, les Anglais sont sur le qui-vive, les Italiens débarquaient. Finalement, c'est l'attitude d'Emmanuel Macron qui a fait la différence. Est-ce qu'il a eu raison de se porter en avant comme ça et de rivaliser avec Justin Trudeau? Je ne sais pas s'ils ont rivalisé. Je pense qu'il y a un moment où il fallait mettre sur la table la vraie question qui est qu'on veut un monde multilatéral où on discute d'accords commerciaux ou est-ce qu'on y va au bras de fer, au cas par cas, les uns avec les autres? Parce que l'attitude de Donald Trump, très simple, c'est vraiment la diplomatie du fort. Je veux négocier en bilatéral avec chacun. Il a mis des sanctions, comme vous savez, sur l'aluminium et sur l'acier. Ensuite, il va discuter avec les Brésiliens, les Australiens et les Coréens du Sud. Voilà, il propose aux Européens de négocier à part, il propose aux Mexicains, aux Canadiens de négocier à part, et c'est parfait, il n'a que du canal bilatéral. Et au bout du compte, les représailles de Bercy, c'est qu'on va taxer davantage les Harley-Davidson, le Bourbon américain, et les jeans, mais qui boit encore du Bourbon, et qui roule en Harley. C'est l'époque de Brigitte Bardot. Comme en tout cas, on met encore des jeans. Un ancien diplomate. Le communiqué final a été laborieux à négocier, mais donc... Donald Trump l'a ensuite dénoncé. C'est plus le monde prévisible et froid dont vous parlez, c'est le Far West en fait qui s'impose désormais. Oui, mais dans le fond, c'était aussi une chance. Et je pense que ce qu'on a vu dans la dynamique du sommet, c'est que certes, Donald Trump n'a pas joué le jeu, puisque le jeu du multilatéralisme, c'est quand on s'est mis d'accord, on est d'accord. Il n'a pas joué le jeu, mais il a permis aux autres de sortir justement de cette espèce de carcan de communiquer, négocier, parce que les 6 autres ont vraiment discuté. On fait des concessions importantes, on avance, on réfléchit, et peut-être prendre des initiatives. Est-ce que vous diriez que la ensemble. mondialisation incite au chacun pour soi? Est-ce que vous iriez jusque-là? Non, j'irai pas jusqu'à là, parce que comme tout processus, il provoque 2 forces adverses. Il a une attitude de chacun pour soi, et évidemment, les conséquences de ça provoquent un besoin, plus que jamais, de coordination et de multilatéralisation. Mais je pense que là, il y a un moment où, plus que jamais, on a besoin de leaders politiques qui exprime une pensée politique, qui ne soit pas simplement technique. On ne peut pas gérer le monde par un pur processus d'organisation internationale, technique, sur chacun des sujets. Alors tout le monde a bien vu cette semaine que justement ce G7 était un peu une sorte d'amuse-gueule pour Donald Trump, une façon de se mettre en forme, mais que le véritable rendez-vous, c'était à Singapour avec le grand leader nord-coréen, et le fait de dénoncer, de s'aborder, de saccager ce G7 a montré qu'il était imprévisible. Il a ainsi renforcé sa main avant de discuter avec son alter ego nord-coréen. Il a renforcé sa main, mais il n'en a rien fait parce que, à l'issue de ce sommet, on se demande vraiment qu'est-ce qu'il a gagné. Lui, en revanche, a l'impression d'avoir sauvé le monde. Magali Barthès. Il ne s'en lasse pas. Après 5 heures de sommet à Singapour, suivi d'une interminable conférence de presse retransmise par toutes les chaînes info de la planète, Donald Trump s'invite en one-to-one sur les télés américaines
pour se glorifier de sa stratégie. Beaucoup de personnes vous ont vite critiqué quand vous l'avez appelé l'homme fusée et que vous lui promettiez le feu et la colère. Sans cette rhétorique, nous n'en serions pas là. D'autres présidents, et je ne veux en citer aucun, ont préféré se taire. Quand la Corée du Nord faisait quelque chose de mal, ils répondaient rien, pas un mot. Cette rhétorique, je n'aime pas l'utiliser. Parfois même, je trouve ça insensé. Mais j'avais pas le choix. Le journaliste d'ABC enchaîne et s'interroge. Peut-on faire confiance à un dictateur comme Kim Jong-un ? Vous savez, dans ma vie, j'ai conclu beaucoup d'accords avec beaucoup de monde. Parfois, les gens qui vous inspirent le plus de méfiance se révèlent être les plus dignes de confiance et à l'inverse, ceux que vous croyez au départ sont les moins honorables. À peine a-t-il redécollé qu'il enchaîne les tweets d'autosatisfaction. Le président Obama disait que la Corée du Nord était notre plus gros et plus dangereux problème. Ce n'est plus le cas, dormez bien ce soir, écrit-il au peuple américain. Il n'y a plus de menace nucléaire nord-coréenne. Des élus de la commission du renseignement à Washington mettent en garde Donald Trump contre toute naïveté. Dans les médias, des experts estiment que le président américain a trop cédé à Pyongyang sans obtenir aucune garantie en échange. Fureur de l'intéressé, il s'en prend aux fausses nouvelles véhiculées par NBC ou CNN qui se battraient pour minimiser la portée de l'accord. Un sondage, en fin de semaine, vient conforter la Maison-Blanche. 51% des Américains approuvent la façon dont Donald Trump a géré la crise coréenne. Quelles que soient les suites du sommet de Singapour, cette rencontre est aujourd'hui une très bonne opération de politique intérieure à 5 mois des élections législatives de mi-mandat. Gilles Montré, est-ce que vous y croyez ? Alors, j'y crois pour Donald Trump et pour ses élections en mi-terme. Parce que le vrai problème de ce sommet, c'est qu'il est arrivé en campagne électorale intérieure, puisqu'il a ses élections qui arrivent à l'automne. Il en a fait un sujet de politique intérieure, c'est quand même extraordinaire que même 51% des Américains sachent ce que c'est que le dossier nord-coréen, alors que les Américains ne s'intéressent pas à la politique Non, internationale. mais c'est une guerre oubliée ici, mais là-bas on la connaît. bien sûr, C'est une guerre qui a fait quand même 4 à 5 millions de morts. C'est pas la Syrie, c'est une vraie guerre bien sûr, épouvantablement cruelle. Le génie de Trump, c'est de remettre la politique internationale dans le débat Oui, mais politique domestique. La Corée, ça a été une guerre américaine, Absolument. j'insiste quand même. C'est absolument, absolument. D'ailleurs, un des points de la déclaration, c'est de rapatrier les corps des soldats américains qui n'ont jamais été rendus par les Nord-Coréens. Il y a aussi les disparus français qui n'ont jamais été retrouvés en Corée. Parce qu'il y avait un bataillon français sous mandat onusien. Eh ben, pour le prochain sommet, Kim Macron. 1300 blessés, près de 300 morts, totalement passés par profits et pertes. Même un ancien haut fonctionnaire comme vous, qui a fait les bonnes écoles, Polytechnique Lénin, ignore ça ? Non, mais je reviens quand même sur le point de la politique intérieure. En fait, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement Trump fait une démonstration de force au G7 pour arriver en position de force à Singapour. Mais fondamentalement, en faisant un enjeu de politique intérieure de la Corée, il arrive en position de faiblesse. Parce qu'il a besoin d'un accord à tout prix. Oui, il ne peut pas claquer la porte de Il ne peut pas claquer la porte. Et donc, effectivement, mauvais accord, comme chacun l'a dit. Il commençait par dire qu'il voulait un accord qui soit complet, vérifiable, irréversible. C'est le fameux CVID. Et finalement, il n'obtient rien. Il obtient juste le mot complet. Personne n'imagine que ce régime se fasse harakiri et liquide l'assurance vie qu'il a mis si longtemps à acquérir. Bien sûr. Mais voilà le danger du populisme dont on parlait quand même au début de l'émission. Lorsque quelqu'un incarne à ce point se met lui-même sur le devant de la scène, en fait un enjeu personnel sur une question de sécurité collective, et ben, il est obligé, dans le fond, de brader un peu. Une rencontre avec le président américain a été bradée pour montrer quand même qu'il avançait. Et je trouve que c'est dangereux. C'est publié aux éditions Duménil. On le trouve encore en librairie, en cherchant un peu. Merci à vous, Gilles Maintré. Merci, Vincent Hervouet. Ainsi va le monde. L'info continue sur la chaîne Info.